de Zéro Déchet Strasbourg, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence rencontre intitulée « Nos rivières et nos océans sous la menace plastique ». Tout d'abord, je vais inviter Carole à nous présenter l'association Zéro Déchet Strasbourg en quelques mots. Bonjour, donc comme l'a dit Florine, je suis Carole de l'association Zéro Déchet Strasbourg qui organise cette conférence aujourd'hui. Pour vous parler en quelques mots de l'association, je pense que rien que le week-end, ce week-end-ci illustre assez bien nos activités. Par exemple, hier, nous étions à un grand ramassage des rives des berges de Lille, donc en partenariat avec Alsace Nature. Nous avions un stand de sensibilisation. À côté de ça, vous avez peut-être vu un petit peu pousser ça, ce sont les défis foyer zéro déchet. Donc on organise, c'est une opération organisée avec l'Eurométropole. Donc on accompagne une vingtaine de foyers dans la réduction de leurs déchets. Donc hier, il y avait un atelier couture de sacs à vrac, de lingettes lavables, etc. Donc voilà, et on avait aussi un troisième événement, c'était une table ronde autour du gaspillage alimentaire. Donc c'était un événement officiel autour du gaspillage alimentaire. Donc voilà, plusieurs choses. Et aujourd'hui, la conférence, donc vous l'aurez compris, on intervient dans plusieurs domaines. En fait, les bénévoles apportent aussi le zéro déchet au sein de leur travail. Donc on a des bénévoles qui travaillent dans des crèches, par exemple, donc qui proposent le zéro déchet dans les crèches. Ça va jusqu'on a été contacté par une maison de retraite pour faire de la sensibilisation. On a également des actions de plaidoyer. On interpelle les pouvoirs publics, par exemple l'Eurométropole, par rapport à leur gestion des déchets. On a eu une campagne par rapport au McDonald's aussi le mois dernier, où on a montré que le McDonald's ne suivait pas le tri dans leurs déchets. Donc voilà, on intervient dans beaucoup de choses, donc vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Notre tout beau site internet Zéro Déchet Strasbourg, donc c'est zds.fr. On a également une page Facebook, un Twitter, qu'est-ce qu'il existe encore, une chaîne YouTube qu'on commence à abonder aussi. Et voilà, qu'est-ce qui me fait signe, Simon? La tirelire. On a aussi une petite tirelire alors, ok. Donc l'entrée est gratuite aujourd'hui, vous avez des petits gâteaux, etc. Voilà, donc je vous remercie. Et donc vous pouvez retrouver le stand Zéro Déchet Strasbourg, donc derrière le vestiaire là-bas, tout à l'heure pour discuter avec les bénévoles, d'autres membres et éventuellement même adhérer. On a une petite machine, vous pouvez adhérer aujourd'hui directement. Et voilà, comme Simon faisait un petit geste, on a une petite boîte à dons pour nous permettre de couvrir en fait les frais de cette conférence. Donc n'hésitez pas. Alors voilà, on y est. Juillet 2017, c'est la canicule. Vous êtes les pieds dans l'eau, à la Balastière, à Bischheim. L'eau est fraîche, les enfants jouent, la vie est belle et vous fermez les yeux de bonheur. Oh. Les petits poissons viennent vous chatouiller les orteils. Quand tout à coup, horreur et stupéfaction. Pleine d'effroi, vous découvrez un sachet plastique coincé dans votre gros orteil gauche. Horreur et stupéfaction. Vous le portez à votre oreille. Mais que veut-il vous dire? D'où vient-il? Où va-t-il? Et quel est son destin? C'est pour répondre à ces questions qu'aujourd'hui nous avons invité Monsieur Baptiste Mont-Saint-Jean, que je vais inviter donc à nous rejoindre sur la scène. Baptiste Mont-Saint-Jean qui est donc chercheur en socio-anthropologie, aventurier, auteur du livre Homo Detritus. Et aussi Monsieur Serge Dumont, donc, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, qui est aussi biologiste, plongeur et réalisateur d'images sous-marines.
Donc je voudrais commencer par interroger un peu Serge, parce que donc, Serge plonge régulièrement dans les gravières alsaciennes, c'est un peu sa spécialité maintenant. Est-ce que vous pourriez nous décrire ou même peut-être nous montrer un peu les paysages que vous rencontrez quand vous plongez? Parce que nous, on les voit un peu voilà, on est sur la plage, mais on ne voit pas forcément la diversité de la faune, tout ce qui s'y passe en fait. Oui, et le film que vous venez de passer, il n'est pas à l'honneur des gravières. Donc, ce que vous avez vu, en fait, c'est tous les déchets qui peuvent s'y retrouver. Et rapidement, je vais vous montrer ce qu'on peut y trouver. D'ailleurs, quand je l'ai montré tout à l'heure, Baptiste était étonné de voir justement qu'il n'y a aucune empreinte humaine. Enfin, l'empreinte humaine, elle est là, parce que c'est quand même l'homme qui a créé le milieu, mais la nature s'en est emparée. Alors, ce que vous voyez là, c'est un grèbe huppé. Alors, un peu le son, il manque juste le son. Enfin, c'est juste la musique. Et ce grèbe huppé, c'est un oiseau qui chasse sous l'eau. Il peut descendre jusqu'à 30 mètres de profondeur pour chercher des petits poissons. Donc, on va le suivre. C'est un film qui dure 1 minute 30. On va le suivre pendant sa petite apnée. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de petits poissons. Ce sont des petites perches. Ce que vous voyez là, c'est un bryozoaire. Ce sont des animaux mousses qui font que quelques millimètres et qu'on a trouvé dans des gravières en Alsace qui n'avaient pas été vues depuis 1926 en France. Donc on voit qu'il y a énormément de vie animale. On a vu des hydres sur des végétaux. Là, ce sont des œufs de perche. Là encore, plein d'alevins de différentes espèces. On a vu un brochet là qui essayait d'attraper un poisson. Et là, on voit notre grèbe en train de se lever. Voilà, brochet encore une fois. Un esturgeon, ça c'est un esturgeon de Sibérie. Il a été introduit par des pêcheurs. Et le grèbe huppé, alors le grèbe huppé, les poissons, les petits poissons ont l'habitude de se cacher dans la végétation, donc il va les chercher là. Là c'est une autre espèce, c'est la perce-soleil qui fait un nid qui se trouve sur le gravier. Et là on voit que notre grèbe, après avoir cherché ses poissons dans la végétation, et ben, il sort. Voilà, c'est juste un petit clip, hein, c'est pas fait pour mettre un commentaire dessus tellement les images sont courtes. C'était pour illustrer sur très peu de temps finalement toute la richesse qu'on peut trouver dans ces milieux aquatiques. Et du coup, là, donc, ce petit film nous montre bien la diversité de la faune, mais effectivement, on ne voit aucune trace de pollution sur ces images. Mais pourtant, la pollution est là. Oui, elle est là. Alors, bien sûr, comme c'était un film un peu propagande, un film sur cette beauté, bien sûr, je me suis attelé à ne pas montrer tous ces déchets, mais qui sont bien sûr présents. Alors, les gravières sont souvent des lieux de sport de loisirs, de plongée, enfin de nage, plein de choses. Et beaucoup de gravières sont entretenues. D'ailleurs, l'opération nettoyage de début novembre, c'est une opération de nettoyage. Et comme c'est des opérations qui sont faites régulièrement, les plastiques qu'on y trouve n'ont pas trop le temps de se dégrader. Et elles sont dans un état, du point de vue en tout cas de la pollution par les plastiques, relativement bon. Vous plongez aussi du coup dans les rivières. Oui. Et donc vous devez avoir une certaine image du trajet des déchets plastiques notamment, parce qu'on sait bien que quand on jette un déchet à la poubelle, il ne disparaît pas comme par magie. Souvent son avenir est soit l'incinération, soit l'enfouissement, ou le recyclage dans le meilleur des cas. Comment ça se fait qu'on retrouve ces déchets dans les rivières, dans les lacs, dans les océans? Alors, on produit de plus en plus de plastique. Hein. Dans les années 50, l'industrie produisait un peu plus d'une tonne et demie de plastique au niveau mondial, c'était peu. Et aujourd'hui, on est plus près de 300 millions de tonnes de plastique produit. Alors pour la grande majorité de ces plastiques, ils ne vont pas se retrouver dans l'environnement, fort heureusement, mais il y a quand même 30 millions de tonnes sur ces 300 millions de tonnes, c'est quand même beaucoup, ça fait 10%, qui disparaissent un petit peu. Et sur ces 30 millions de tonnes, il y a 8 millions de tonnes qui vont, enfin les chiffres sont très variables hein, selon les sources, parce que c'est très difficile à estimer. Baptiste en parlera beaucoup mieux que moi de ça. 8 millions de tonnes qui se retrouvent dans les océans. Effectivement, la part qui est jetée directement dans les océans, elle est petite. Hein. On considère, hein, il y a beaucoup de travaux qui sont menés aussi là-dessus, on considère que 80% du plastique qu'on trouve dans les océans vient des continents et des parts de chez nous. Tout ce qui va se retrouver chez nous ici dans les rivières va finir dans l'île. Ce qui a été ramassé hier dans l'île, si ce n'est pas ramassé, ça va se retrouver dans le Rhin, dans la mer du Nord. Et après, avec plus ou moins de temps, ces déchets plastiques vont pouvoir se déplacer à l'échelle du globe entier. Voilà.
ce que je pourrais même rajouter, c'est que 100% des plastiques qu'on retrouve dans les océans ont été produits sur Terre. On ne fabrique pas de plastique au milieu des océans. Et de fait, un des enjeux pour penser la pollution aquatique par les microparticules de plastique, c'est effectivement de s'intéresser à ce qui se passe sur Terre. Et remonter la filière, pourquoi pas, en partant des océans de plastique jusqu'aux gravières, mais de fait, l'enjeu est terrestre. Et donc Baptiste, en 2009, vous êtes parti à l'aventure. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce début d'aventure et quel était votre objectif à ce moment-là? Oui, alors ça remonte à bientôt 10 ans. On parlait à l'époque un peu comme d'une mythologie d'un nouveau continent fait de déchets qui flotterait quelque part au milieu du Pacifique, et l'association Algalita qui avait développé ou pensé ce nouveau phénomène soumettait l'hypothèse qu'il existait d'autres agglomérations de déchets plastiques dans le monde, 5, dans chacune des zones de convergence des courants aquatiques du monde. Il y a une petite représentation là bien célèbre que je vais essayer de retrouver pour vous en parler. 5 zones en fait d'agglomération potentielle de déchets dues à la rotation, au mouvement circulaire et tourbillonnaire des courants dominants. Il s'agissait pour moi de monter une thèse autour de la question des déchets et de la problématique environnementale. Dans quelle mesure les déchets sont devenus un problème environnemental? Alors pour aller étudier ça de près, je me suis dit rien de tel que monter une expédition pour aller voir au plus près l'existence de ces îles, de ces continents de déchets. Alors on est parti à 4 sur un petit bateau en bois de 10 mètres de long pour une expédition de 9 mois avec un certain nombre de dispositifs d'analyse, des filets à plancton, des systèmes de comptabilisation de déchets. Et notre première déception, ça a été de nous rendre compte qu'effectivement, de continents de plastique, il n'y en a pas. Ou en tous les cas, les îles ou les continents de plastique, ça n'existe pas. Que ce soit dans le Pacifique ou dans l'Atlantique, il n'y en a pas. J'ai envie de dire, c'est un problème plus qu'une bonne nouvelle, puisque le phénomène en jeu est plutôt une affaire de soupe de plastique. La pollution plastique dans les océans est avant tout une pollution microparticulaire. Ce sont des particules qui sont, pour la plupart d'entre elles, de l'ordre du millimètre carré, qui s'agglomèrent, mais d'une façon assez élargie dans les océans. Il n'y a rien à voir au milieu de l'océan, il y a toujours de l'eau. Mais effectivement, si on draine derrière nous ce petit chalut à plancton, alors je disais à Serge que notre maillage de filet, il est de l'ordre de 30 microns, ce qui est à la fois gros, mais en même temps assez fin. Dans les zones de chalutage qu'on a traversées, les prélèvements qu'on a fait étudier par l'Ifremer à notre arrivée révélaient une densité de plastique 6 à 8 fois supérieure à celle du plancton, ce qui est gigantesque. Et ce qui effectivement renvoie aux chiffres qui ont été diffusés à la fin des années 90 par l'équipe de Charles Moore. Charles Moore qui est ce retraité du commerce du bois qui a inventé le phénomène des continents de plastique. Je dis inventé parce qu'en fait on sait depuis le début des années 70 que du plastique, il y en a énormément dans les océans. Il y a 2 articles qui datent de 72 et de 73 qui font état déjà d'une pollution plastique dans les océans. Si j'en parle, et après je laisserai à nouveau la parole à la discussion, c'est qu'il faut attendre 2011 pour qu'une institution internationale, l'ONU en l'occurrence, prenne à bras-le-corps le problème de la pollution par les déchets plastiques dans les océans. Donc il faudra en gros 40 ans pour que cette pollution qui a été identifiée dans les années 70 commence à faire l'objet d'une prise de position politique et donc d'un début de régulation. Et donc en 40 ans, ces déchets plastiques-là, qui étaient à l'origine parfois des gros déchets, par phénomène de dégradation par la lumière ou par l'oxygène, si j'ai bien compris, se transforment en toutes petites particules alors. Alors, on peut peut-être dire ensemble, mais le spécialiste est plutôt à ma droite, c'est qu'un plastique, ça ne se dégrade pas. Un polymère de synthèse se fragmente en petites particules, mais à l'échelle moléculaire, un polymère de synthèse demeurera un polymère de synthèse si on ne lui applique pas un processus chimique de monomérisation. C'est-à-dire que j'ai vu un panneau là dans l'exposition très belle qui indique la durée de dégradation moyenne de certains types de matériaux, le papier en quelques semaines, le bois, etc. On associe le plastique à des durées de vie dans les environnements naturels autour de 400 pour les plus optimistes à 1000 ans pour les moins optimistes. Les biochimistes aujourd'hui ont tendance à dire mais ce chiffre n'a pas vraiment de valeur puisque un polymère est monomorphe et donc il va conserver la même forme moléculaire pour l'éternité si on n'y applique pas un processus physico-chimique adéquat. Ce qui veut dire que, pour le dire autrement, jamais un plastique qui se retrouve dans l'environnement ne retrouve les cycles du carbone. L'atome de carbone qui est inséré dans une chaîne polymère
va demeurer à l'état de plastique, même nanométrique, mais va demeurer à l'état de plastique pour l'éternité. Et c'est bien ça qui pose problème, puisque les déchets plastiques intègrent les écosystèmes sur le mode parasitaire, et non pas sur le mode de la création d'une biomasse. Oui, un polymère de carbone, enfin ce qu'on appelle le polyéthylène, qui est un plastique qu'on trouve notamment dans les bouteilles de lait, par exemple, ben, c'est une chaîne de carbone avec des hydrogènes. C'est tout. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à décomposer, même pour les bactéries. Et donc l'enjeu maintenant, c'est on se retrouve donc avec ces soupes de plastique. Quel impact ça a sur les écosystèmes des océans, même La grande inconnue, c'est dans les estimations des quantités. Parce que les chercheurs qui suivent ces quantités de plastique, cet océan de plastique, s'aperçoivent qu'il y a un décalage entre la quantité estimée, puisque cet océan de plastique, c'est une couche qui fait à peu près 30 mètres d'épaisseur, dans lesquelles il y a tous ces fragments qui font moins de 5 mm, sur des zones un peu concentrées, mais quand on fait le compte, alors j'ai lu beaucoup de travaux, mais les derniers travaux parlent de 270 000 tonnes de plastique dans les océans. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 8 millions de tonnes par an qui partent, donc le compte n'y est pas. Et finalement, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que avec les mesures qui sont faites, les comptages avec les filets de plancton et compagnie, on retrouve 1% du plastique, à peu près. Donc, où se trouve le reste? Donc la grande question est là. Donc une des réponses, c'est la fragmentation. En fait, si on cherche des gros matériaux, on a tout faux. Ce qu'il faut chercher, c'est dans le petit. Et dans un filet à plancton de 30 microns, ben on s'aperçoit maintenant qu'on laisse passer des choses. Parce qu'on est sur des résidus de polymères qui sont de la taille du micron. Une ordre d'idée, une cellule, ça a 25-50 microns. Donc on est sur des tailles extrêmement petites, quoi. Et on s'aperçoit que c'est tellement petit que ça doit s'insinuer très facilement dans la chaîne alimentaire et dans les espèces. Et une autre façon de transfert, c'est au niveau des poissons. Quand on regarde les poissons qu'on appelle la zone mésopélagique, c'est-à-dire c'est le plateau continental va jusqu'à 200 mètres, ensuite vous avez l'océan profond, et la mésopélagique c'est jusqu'à 1000 mètres à peu près, quoi. Vous avez des poissons. Ben, dans presque 40% des poissons de cette zone, vous trouvez des plastiques dans les estomacs qu'ils consomment. Alors ces poissons aussi, il y a un cycle qu'on appelle nictéméral, ce qui concerne aussi le plancton, ça bouge. Le plancton notamment, la nuit il monte, le poisson monte aussi. Et le zooplancton va se nourrir de ces petites particules de plastique qui confond. Hein. On parlait tout à l'heure aussi du rapport, ça c'est extrêmement important, entre les particules de plancton et les particules de plastique. Et ben, des fois il y a plus de plancton que de plastique, mais souvent il y a plus de plastique que de plancton. Imaginez-vous une raie manta, un requin-baleine, un requin-pèlerin, enfin tous des filtreurs, des animaux qui se nourrissent uniquement de plancton. Et ben, leur régime alimentaire, il y a plus de particules de plastique finalement que de plancton. Bon. Et donc le zooplancton aussi, confond, va manger ces microparticules, les poissons ont des particules plus grosses aussi, va manger du plancton. Et ça, toute cette matière finalement qui a été prélevée dans la zone supérieure va descendre. Donc c'est aussi une façon que les matériaux vont être transférés sur le fond. Il y a aussi, on sait que les PVC, c'est-à-dire les bouteilles transparentes, c'est du PVC. Les polyéthylènes, alors plus, il y a ces polymères, mais il y a toute la chimie qu'on va rajouter, parce qu'il y a la couleur, il y a la flexibilité, et tout ça, ce sont des additifs. Et le problème est souvent même plus dans les additifs qui sont moins neutres pour l'écosystème et pour les espèces que le polymère lui-même, quoi. Et donc on sait qu'il y a beaucoup des matériaux qui vont sombrer, et il y a même maintenant des sous-mariniers disent que quand ils trouvent des amoncellements de plastique, ils savent qu'ils sont au point le plus profond de la zone où ils sont. Donc voilà, donc effectivement le plastique il est un peu disséminé un peu partout, mais la grande partie on ne sait pas trop ce qu'il vient, mais en tout cas il s'insinue dans la chaîne alimentaire. Pour donner juste un petit chiffre, c'est cette étude qui est parue très récemment, cet été en juillet 2017, qui a évalué à 6,5 milliards de tonnes la production totale de plastique depuis le milieu des années 50, et on estime que 79% de cette production se retrouve aujourd'hui dans l'environnement. Environ 6 milliards de tonnes
pour l'ensemble de la sommation. Alors là encore des chiffres très statistiques, on est loin d'en savoir exactement la réalité, mais c'est pour donner un ordre de grandeur de, on va dire, la forme d'immaîtrise ou d'incontrôlabilité de cette production-là. On parlait tout à l'heure de la dégradation du plastique. Qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui des nouveaux plastiques qui sont mis aujourd'hui sur le marché, les bioplastiques, les plastiques dits biodégradables? Est-ce que c'est utopique? Alors peut-être d'abord dire que les bioplastiques ou les plastiques biodégradables, ça ne veut rien dire si ce n'est que ça renvoie à une famille de matériaux extrêmement diversifiés et il faudrait faire la généalogie ou l'analyse de chacune de ces familles en jeu. On peut distinguer deux grandes familles. D'un côté, les plastiques dits biosourcés qui sont fabriqués à partir de matériaux, on va dire, d'origine naturelle, de l'amidon de patate, de l'amidon de maïs, et qu'on en discutait tout à l'heure, dans la fabrication de ces bioplastiques biosourcés, on arrive à un taux de 70 à 80% dans le meilleur des cas d'origine agricole pour fabriquer ces plastiques. Donc ça veut dire qu'il y a toujours 20 à 30% d'origine pétrochimique dans la production de ces plastiques. Donc ces plastiques qui se dégraderaient dans l'environnement auraient là aussi un impact sur les écosystèmes et rentreraient dans la chaîne alimentaire de la même façon qu'on l'a vu à l'instant. Pour rester sur ces bioplastiques biosourcés, on sait que si on devait substituer l'ensemble de la production des polyéthylènes de haute densité qui servent aujourd'hui à faire les sacs plastiques ultra fins qui sont interdits depuis peu de temps, par des plastiques biosourcés, il faudrait 3 ou 4 planètes remplies de champs de blé pour réussir à produire l'équivalent de ce qu'on fait aujourd'hui avec nos sacs plastiques. Ça, c'est pour la première catégorie des plastiques biosourcés. L'autre partie des bioplastiques, c'est pour beaucoup les plastiques dioxofragmentables, qui ont été interdits en France récemment aussi, par la loi de transition énergétique de 2016, qui sont en fait des plastiques comme avant, des polyéthylènes d'origine à 100% pétrochimique, mais on y a ajouté des additifs, ces fameux additifs qu'on retrouve là aussi dans les environnements naturels, qui accélèrent le processus de fragmentation et non pas de dégradation. Donc en fait, on va avoir affaire à un sac plastique qui va simplement s'abîmer plus vite et se retrouver, s'il est lâché dans l'environnement, plus rapidement à l'état de la particule, et donc va là encore accélérer son insertion dans les écosystèmes. Pour la petite histoire, on a nous interdit les oxofragmentables, ces plastiques oxofragmentables en France uniquement, il y a maintenant bientôt 2 ans. Sachez que les industries qui ont développé ces nouveaux plastiques se sont dit, bon, on ne va pas s'en arrêter là, nous on a une nouvelle technologie, il faut bien la vendre. Et donc ils ont commencé à inonder de plastique oxofragmentable, notamment les pays asiatiques, chez qui on a interdit la production de sacs plastiques ultra fins, d'origine uniquement pétrochimique et non fragmentable. Bref, tout ça est un peu compliqué, mais pour vous dire que lorsqu'on interdit un type de plastique quelque part, y compris les plastiques dits innovants, ils se retrouvent, du fait de cette magie du marché, dans d'autres endroits où la régulation, elle, n'est pas encore arrivée à ce type d'interdiction. Donc la promesse des bioplastiques, elle m'apparaît pour moi plutôt une façon de ne pas poser la question des causes, des origines, peut-être même de la réduction, de ce choix que tout un chacun peut faire, de dire je veux ou pas utiliser un plastique jetable dans mon quotidien. Promettre qu'un plastique va être dégradable, c'est une façon de dire on va continuer à consommer du plastique, pour le dire très simplement. Est-ce que ça ne serait pas la même chose avec le recyclage, justement? Et du coup, enfin, pour compléter ce que tu dis, du coup, jeter aussi plus facilement. Puisque si on a dans l'idée que ça se dégrade, en fait, ça ne se dégrade pas vraiment, on vient de le dire, ça devient invisible aux yeux, mais les morceaux qui sont là ont un impact certain. Et pour compléter aussi, plus c'est souple, on passe de 80 à 20%. Dans les plastiques très très souples, ben, la part pétrochimique, c'est la part la plus importante. Plus le plastique va être rigide, plus la part agricole va être importante. Donc finalement, dans les sacs souples qu'on utilise, il y a une part, comme avant, beaucoup plus importante, sauf que ça va se fragmenter plus vite. Donc voilà, c'est encore une fois une mauvaise bonne idée. Et pour le parallèle avec la question du recyclage, on peut penser, en tous les cas, les politiques publiques à l'endroit de ce qu'on a appelé à un moment la société du recyclage, un peu dans le même état d'esprit. En mettant en place des filières techniques, des exutoires a priori efficientes, hermétiques, qui empêchent les fuites dans l'environnement grâce au recyclage des déchets, est-ce qu'en un sens, on n'a pas autorisé la production de ces matériaux dits recyclables? Est-ce qu'en un sens, le recyclable n'est pas une façon de continuer à produire et à consommer comme avant? Est-ce que ce n'est pas une façon tout simplement de se déculpabiliser en disant si je mets ma bouteille dans la bonne poubelle, de toutes les façons, ce sera bien géré, ce sera recyclé. L'exemple que j'aime citer souvent, c'est la fameuse bouteille en PET qu'on n'a pas ici,
bravo, mais la fameuse bouteille en PET qu'on s'évertue à mettre dans la bonne poubelle. Et on se dit, c'est formidable cette bouteille en PET, demain, si je la mets dans ma bouteille, elle va devenir une nouvelle bouteille et le cycle infini de la matière plastique va pouvoir continuer comme ça pour l'éternité. Dans la réalité, les recycleurs ne savent pas du tout faire de nouvelles bouteilles en PET à partir de PET cristal brut. On sait faire à partir d'un PET cristal, c'est-à-dire d'un PET qui a été très bien trié, qui ne contient aucune forme de trace alimentaire ou organique. On sait faire de la fibre textile, on sait faire de la laine polaire. Cette laine polaire, si on essaie de la recycler, on arrive à un polymère extrêmement dense, qui lui, pour le coup, ne peut pas être recyclé. Le seul devenir de cette laine polaire, c'est d'être, pour le coup, incinéré. On peut éventuellement produire avec le PET dit recyclé des bacs pour mettre nos plantes. Mais de la même façon, ces bacs de plantes ou ces mobiliers de jardin, une fois qu'on cherchera à les recycler, on ne pourra pas et il faudra, là encore, les incinérer. La promesse du recyclage, notamment la promesse du recyclage des plastiques, c'est en fin de compte une promesse de sous-cyclage, c'est-à-dire de dégradation au fur et à mesure du temps de la qualité des matières. Mais on est encore très loin de pouvoir envisager ce que certains promoteurs de l'économie circulaire aujourd'hui défendent, d'un fonctionnement de la sphère technique en cycle, qui ne serait sans perte, sans pollution. De fait, le recyclage, ça produit de la pollution. Il n'y a pas de recyclage gratuit. On pourrait faire la même démonstration avec l'incinération qui produit de l'énergie. Mais peut-être d'autres questions. Je voulais juste aussi amener la discussion vers la toxicité du plastique. En 2011, le BPA a été interdit en France dans les contenants alimentaires. Est-ce que ça garantit maintenant un plastique sans danger ? Non. Enfin, moi, oui et non, mais plutôt non, parce que le problème, dès qu'on interdit une substance, elle est remplacée par une autre. Et ça a été pareil pour les PCB, tout ce qui est les retardateurs de flamme qu'on trouve partout. PCB sont interdits, mais il y a plein d'autres molécules qui arrivent derrière, et chacune suit le même chemin. C'est-à-dire nouvelle molécule, nouvelle accréditation, nouveau doute, nouvelle preuve, nouvelle interdiction, nouvelle molécule. Et j'ajouterais au doute la notion de controverse, c'est-à-dire qu'il y a souvent une conflictualité au sein même de la production scientifique pour savoir si une substance chimique, une molécule chimique est ou non dangereuse. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Pour le bisphénol, il a fallu 15 ans pour que la controverse scientifique aboutisse à un consensus, qu'on puisse dire effectivement le bisphénol A est dangereux, est un perturbateur endocrinien, et donc il faut l'interdire, notamment dans la production d'objets qui sont en contact avec nos aliments. On a d'abord interdit le bisphénol pour la production des biberons, à l'échelle des enfants. Mais pour l'interdiction du bisphénol à l'intérieur de nos canettes de boissons ou de nos boîtes de conserve, il a fallu 5 ans de plus. En gros, 15 ans pour interdire une molécule. En Europe, il y a un protocole qui s'appelle REACH, qui est le protocole justement d'observation et de réglementation des substances chimiques. Il y a en gros 36 millions de molécules, 38 millions de molécules qui sont identifiées. Le bisphénol A, c'est une de ces 38 millions de molécules. Imaginez qu'il faut 15 ans par molécule. Combien d'années il va falloir pour réglementer l'ensemble de ces 38 millions de molécules si on en reste à une modalité d'action politique sur ce registre-là de la controverse scientifique. Sachant qu'effectivement, comme Serge le rappelait très bien, en plus des molécules existantes, il y a tout un tas de nouvelles molécules, il suffit de changer un élément à la composition d'un bisphénol, par exemple, pour retrouver une nouvelle molécule qui va devoir être elle-même interdite à terme. Donc on a affaire à un problème qui ne fait qu'être déplacé. Enfin, c'est pareil pour les pesticides, c'est exactement la même chose, et c'est 12 000 molécules nouvelles chaque année. Donc il faut gérer, et de toute façon on n'arrive pas, sur toutes les 38 millions de molécules qui ont été fabriquées, enfin qui existent. En fabriquer, ça fait beaucoup moins. Celles qui sont vraiment issues de la chimie, c'est en quelques centaines de milliers. Il y en a quelques milliers seulement qui ont été testées. Donc dans toutes ces molécules qui sont dans l'environnement, celles qui ont été testées pour leurs effets, c'est très 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 peu. Et en plus, c'est des tests qui sont faits sur des animaux de laboratoire, sur des durées extrêmement courtes et des molécules à des doses fortes. Et donc on sait très bien que ce n'est pas la réalité des choses. La réalité des choses, c'est des cocktails sur des molécules à des concentrations moins importantes, mais sur des durées beaucoup plus longues. Donc là, on ne sait absolument pas où on met les pieds. Et alors sur les quelques tests qui ont été menés, quel impact a été sur la santé de l'homme ? Quel impact ont ces molécules ? Alors, il y a beaucoup de ces molécules qui rentrent dans la catégorie de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et donc là, on sait que ça a des effets sur la fertilité, sur le développement, sur tout ce qui est
développement cérébral et voilà, enfin, plein de maladies aussi qui sont en émergence, notamment l'autisme, dont les cas ont été multipliés par 6, je crois, 600% d'augmentation. Donc toutes ces substances-là sont suspectées. Mais la force de la preuve sera très difficile. Il y a tellement de molécules, il y a tellement de cocktails. Et c'est pour ça que finalement il faut tellement de temps, parce que c'est très difficile de faire la preuve qu'une molécule est toxique. Si je vous ai mis cette image un peu choc, c'est pour essayer d'expliquer que les pollutions mécaniques ou les dangers mécaniques qui sont liés au plastique, qui sont identifiés depuis très longtemps. Il y a notamment cette image très célèbre de Chris Jordan qui a été diffusée très largement pour montrer que certains animaux étaient directement concernés par la pollution des plastiques. C'est des animaux qui meurent par suffocation parce que leur estomac est rempli de déchets plastiques. Il y a d'autres formes d'images un peu catastrophistes du même ordre qui montrent la façon dont mécaniquement le plastique a un impact sur la faune. On n'en est pas là. Effectivement, on n'a jamais encore retrouvé d'hommes remplis de plastique. Mais ce que Serge raconte à l'endroit des molécules, c'est un peu ça qui est en jeu. Pour faire la démonstration scientifique de la transmission de ces molécules potentiellement dangereuses depuis la chair des poissons qu'on pêche dans l'océan Atlantique, par exemple, jusqu'aux hommes, il faut des cohortes scientifiques de 25 ans environ. Il y a un chercheur à l'université de Plymouth qui s'appelle Richard Thompson, qui travaille depuis une quinzaine d'années sur la question et qui a lancé il y a une dizaine d'années une cohorte justement pour prouver ce passage des molécules potentiellement chimiques depuis l'estomac des poissons jusqu'aux organismes humains. Ça fait 10 ans qu'il travaille, il faut 15 ans encore pour que la preuve soit administrée, c'est-à-dire qu'on puisse valider d'un point de vue scientifique qu'il y a une vraie transmission. Cette temporalité-là, là encore j'ai envie de la questionner, puisque est-ce qu'on a le temps, en fin de compte, est-ce qu'on peut se donner ce temps-là pour laisser se disperser, là encore, ces matières avant d'agir, encore à une échelle politique aussi large que possible, à l'endroit de ces matières qui sont potentiellement dangereuses. Oui, parce que ce qu'on peut rajouter, c'est que ces matières plastiques, vous les retrouvez, alors là on a parlé des molécules, mais si on revient sur les particules de plastique, vous les retrouvez dans vos assiettes. Il y a une étude qui a été faite en France, vous pouvez la faire vous-même, hein, vous allez prendre des poissons entiers chez des poissonniers, vous regardez dans les estomacs. Et pour les poissons, on trouve à peu près un poisson sur 4 dans lequel vous allez trouver des résidus plastiques. Alors des fois, il faut regarder vraiment à la loupe, c'est des toutes petites particules. Vous allez retrouver dans un poisson sur 4 des résidus de plastique. Et pour ce qui est huîtres et moules, c'est même plus, on tombe à 30%. Alors, vous allez dire, bon, mais les poissons, on ne mange pas l'estomac, il n'y a pas de problème. Mais les huîtres et les moules, hein, vous mangez tout. D'accord ? Donc, effectivement, vous allez manger. Voilà, alors ça, c'est dans une huître, c'est des petites particules de plastique fluorescent qui ont été retrouvées dans une huître. Hein. Enfin, l'huître, comme tous les filtreurs, filtre l'eau, donc effectivement aussi des toutes petites particules. Et donc ça, vous allez le manger. Alors vous allez dire, oui, vous allez le manger, c'est une particule qui ne se digère pas, donc ça va traverser votre organisme et ça va se retrouver dans vos déchets. Et bien, des travaux récents, par Thomson et aussi une équipe à Ostende en Belgique, ont montré que, figurez-vous que l'intestin, l'épithélium intestinal n'est pas entièrement imperméable au plastique. Et il y a des particules de plastique qui passent dans la circulation. Il a été montré que pour un mangeur de moules, c'est à peu près 10 000, 11 000 par an, microparticules de plastique qui se retrouvent donc dans l'organisme. Mais c'est beaucoup trop tôt pour dire quel est l'effet de ces microparticules de plastique, on en sait rien. Sauf qu'on sait de quoi c'est fabriqué, on sait le temps que ça peut persister. Et ce qu'on n'a pas dit non plus tout à l'heure, c'est que ces microparticules de plastique, de par leur structure, elles ont un effet d'aimant sur toute la pollution qu'on connaît déjà qui se trouve dans l'eau. Toutes les molécules chimiques, enfin phtalates, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans l'eau, si le bisphénol A, enfin tous les polluants plus traditionnels qu'on trouve dans l'eau, les pesticides, tout ça, eh ben, ils vont se coller aux particules de plastique. Donc finalement, les microparticules de plastique, en agrégeant toutes ces molécules chimiques, eh ben, ça a aussi une façon de transporter ces molécules à l'intérieur des organismes. Les océanographes parlent de rhanobactériologique pour qualifier ces petites billes de plastique qui flottent à la surface de l'océan et qui peuvent transporter une maladie d'un continent à un autre, ne serait-ce que par le simple effet des courants. On est plus dans du macroplastique là. Et ce que vous voyez là, avec ces formes caractéristiques, ces petits trous, ce sont des diatomées, c'est des petites algues qui se fixent. Et donc si vous regardez sur les plastiques,
vous allez trouver énormément de vie. On peut peut-être montrer aussi celle-ci. Voilà. Alors là, ça fait à peu près 3-4 microns. Ce sont des cellules probablement bactériennes qui sont en train, on ne sait pas si elles mangent le plastique ou si elles se mettent dans des infractuosités, mais en tout cas, on montre qu'en contact du plastique, il y a énormément de bactéries, et ces bactéries concourent à la dégradation de ce plastique. Et tu parlais de maladies. Alors effectivement, dans les bactéries, quand on regarde un peu le genre des bactéries qu'on trouve, on trouve beaucoup de Vibrio. Et les Vibrio sont des bactéries qui sont connues pour certaines pour transmettre des maladies chez les saumons, les anguilles, et Vibrio choléra. Et c'est aussi, le choléra est aussi transmis par une bactérie de ce genre-là. Et il a été montré que sur ces plastiques dérivants, eh ben, il y a énormément d'espèces qui sont fixées. Il y a même des véritables écosystèmes. Et les chercheurs qui travaillent là-dessus parlent de plastisphère. C'est un véritable écosystème avec les bactéries qui sont à la base de la chaîne alimentaire, des prédateurs, et même des parasites, des symbioses. Tout ça, ça vit sur le plastique. Et ce qui a interpellé aussi beaucoup les gens et les chercheurs, c'est que suite à ce qui s'est passé, le tsunami au Japon en 2011, rendu célèbre à cause de Fukushima, eh ben, il y a des morceaux de plastique qui se sont retrouvés sur les côtes canadiennes, donc qui ont traversé le Pacifique Nord, et ils ont trouvé sur un morceau de plastique 120 espèces différentes. Donc ces radeaux dont tu parlais sont aussi un nouveau moyen de transport des espèces partout dans le monde, donc, et y compris des possibles pathogènes. Là, je vais vous montrer aussi la photo du sea skater, qui est une araignée de mer qui a proliféré notamment dans le Pacifique Nord. On s'est rendu compte que la population a augmenté de 800% en une dizaine d'années seulement. C'est une araignée d'eau qui nidifie aujourd'hui, donc qui pose ses œufs sur les petites particules de plastique en flottaison sur l'océan. Le seul défaut de cette espèce d'araignée, c'est qu'elle est vorace et qu'elle mange tout le biotope existant à la surface de l'eau aussi, et qu'elle prolifère littéralement à la surface de l'océan Pacifique aujourd'hui. Alors, on peut avoir la version extrêmement catastrophiste de ça, on peut aussi essayer de s'en inspirer, et j'aime bien montrer cette image de Marcus Ericsson, qui est un des fondateurs de l'association qui a justement inventé les continents de plastique et qui a traversé l'océan Pacifique pour sensibiliser l'opinion à l'endroit des pollutions plastiques avec un radeau fait de déchets. Et là encore, une proposition artistique d'artistes qui ont construit des radeaux faits de briques et de broc pour justement faire de ces déchets des supports de vie. Alors il y a quelque chose d'assez onirique, d'assez romantique peut-être, mais qui est une façon de penser un faire-monde avec les déchets et non pas sans. Et justement, dans ton livre Homo Detritus, tu parles beaucoup des chiffonniers. Alors tu fais un peu l'historique des chiffonniers, je ne sais pas si tu veux nous en parler un peu maintenant. Oui, alors moi j'ai une sorte d'attachement assez viscéral à l'histoire des chiffonniers, alors ne serait-ce que par cette dimension historique. Les chiffonniers, c'est cette catégorie professionnelle qui était omniprésente en Europe, en particulier jusqu'à la fin du 19e siècle. En France, on estime qu'à la fin du 19e, il y avait environ 500 000 chiffonniers qui travaillaient en France. En 1946, le chiffonnage a été purement et simplement interdit. Un corps de métier entier a été éradiqué, on va dire, du fait assez simple, de l'invention assez géniale d'un préfet de police parisien qui s'appelle le préfet Poubelle, et qui a inventé donc des réceptacles pour domestiquer en un sens l'ordure, pour éviter que l'ordure prolifère dans l'espace urbain et bourgeois, un espace qui effectivement pour certains était pollué. Cette cohabitation avec le reste était considérée comme un signe soit d'infériorité, soit de sous-développement. Les chiffonniers à cette époque-là ont fortement résisté contre les décrets du préfet Poubelle en disant là, cher préfet, vous êtes en train de nous priver l'accès à notre matière première, à ce qui nous permet de vivre. Les chiffonniers revendiquaient leur métier non pas comme un sous-métier, non pas comme un métier marginal, mais comme un métier qui leur donnait non seulement des moyens pour vivre, mais aussi pour leur donner une sorte d'estime d'eux-mêmes. En interdisant le chiffonnage, en domestiquant nos poubelles, en prenant l'habitude tout au long du XXe siècle de remplir des trous et de fermer le couvercle et de ne plus y penser en un sens. C'est un slogan qu'on attribue au préfet Poubelle qui, pour faire la promotion de ces nouveaux objets techniques, disait ben, voilà, vous allez mettre ces déchets dans une poubelle et on s'en charge. Eh bien, de fait, en séparant les populations de ces gisements détritifs, quelque chose d'un oubli s'est joué
Et le chiffonnier me semble une figure intéressante pour penser non pas cette relation à la poubelle distanciée sur le mode de l'oubli, mais pour repolitiser notre relation aux déchets. En fin de compte, pour essayer d'ouvrir le couvercle et d'y mettre les mains. Qui, si ce n'est les chiffonniers, sont l'emblème de cette forme de relation réinventée avec les déchets. Et moi, j'ai le sentiment que les chiffonniers, aujourd'hui, même si on interdit encore la fonction, eh ben, ils pullulent de partout. On peut penser aux zero wasters, bien sûr, qui, paradoxalement, tous ceux qui aujourd'hui se revendiquent du zéro déchet vivent littéralement parmi les déchets et non pas sans eux. J'ai envie de dire aussi ceux qui sont des bricoleurs, ceux qui sont des composteurs, ceux qui au quotidien ont fait de leur production détritique non pas quelque chose à mettre à distance et à oublier, mais précisément l'objet, l'occasion d'une relation réinventée et d'une interaction répétée avec le reste, le résiduel qu'on a eu l'habitude de céder à d'autres. Et la dernière dimension, elle est esthétique dans mon goût et mon affection pour le chiffonnier. On associe souvent le zéro déchet à une esthétique du désencombrement, de l'épure, quelque chose d'un peu hipster, diront certains. Et effectivement, il y a peut-être quelque chose d'une esthétique contemporaine qui renvoie à ce minimalisme désencombré. Hein, finalement, on se désencombre des choses et on ne se pose plus vraiment de questions parce que bon, bah, c'est pur, c'est beau, ça ressemble à Ikea. Le chiffonnier, à l'inverse, il vit un peu comme un Diogène, enfermé dans son tonneau, il est rempli, son environnement immédiat, il est rempli de choses. Je crois que notre condition d'homme ou d'être humain aujourd'hui, c'est d'être effectivement rempli, notre environnement est rempli de ces déchets. Et que la condition que je crois on est à même de partager collectivement, c'est cette relation avec un environnement saturé de reste, et non pas un environnement dont on aurait fait l'économie de la présence de reste. C'est peut-être repenser cette relation aux déchets qui est une des façons d'envisager un faire-monde avec les déchets et non pas un faire-monde sans. Alors, tu cites beaucoup Walter Benjamin dans ton livre. Il a notamment écrit « Chaque société rêve d'être la suivante ». Et selon toi, de quelle société est-ce qu'on rêve aujourd'hui, justement, au regard de ça? Et Serge, tu peux répondre aussi. Je crois qu'on ne rêve pas tous de la même, c'est ça le problème. mais je pense que chacun est acteur de sa vie et chacun peut aussi être militant. Et voilà, enfin, on a des visions différentes. Il faut que vous pensiez que vous n'avez pas forcément tort, quoi, et que on voit bien l'exemple de ce qui s'est passé sur les cantines scolaires sur Strasbourg. C'est un parent d'élève qui était chimiste, qui a soulevé le problème du plastique dans les cantines et du fait que ce plastique qu'on chauffe, il y a aussi des molécules qui passent dans l'alimentation. C'est parti de l'initiative d'une personne. Donc voilà, on n'est pas tous à regarder passivement ce qui se passe, on est acteur de tout ce qui se passe et le meilleur tri qu'on peut faire, on le sait. Le gros problème qu'on a pour le tri de la matière organique, c'est justement quand tout est mélangé. Par contre, le tri qui est fait à la source, le tri qui est fait chez vous au départ, quand vous débarrassez la table, c'est le meilleur tri qui peut être fait. Donc on est vraiment tous des acteurs et on peut changer les choses. Enfin, je veux dire, si tout le monde décide de ne plus acheter de lait dans du polyéthylène, par exemple, ça ne vendra plus. C'est quelque chose qui va disparaître des étals des marchés. Je veux dire, les gens n'ont pas conscience de la force qu'ils ont quand ils poussent leur caddie. Ou pas. Parce que moi, je pousse rarement des caddies parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de petits commerces avec des produits de proximité. Et je pense qu'on peut changer le monde assez facilement. Ouais. Alors, je ne suis pas prophète et je ne sais absolument pas de quoi demain sera fait. J'ai le sentiment qu'il y a effectivement beaucoup de désaccords par rapport à ce que le devenir du monde doit être ou pourrait être, et qu'il y a peut-être une ligne de tension à l'endroit des déchets entre deux récits, de perspectives du futur. Peut-être un qui serait le récit de la modernité, d'une séparation encore maintenue et qu'on cherche à faire hermétique entre un monde naturel et un monde artificiel. Donc peut-être pour caricaturer, c'est le monde du waste management, c'est le monde de l'incinération, c'est le monde de l'économie circulaire en un sens qui cherche à effectivement séparer l'organique du non-organique. C'est peut-être en un sens le récit de l'éco-citoyen. De l'autre côté, et c'est une caricature, et là encore, on n'est pas complètement éco-citoyen et on n'est pas complètement chiffonnier. Le récit du chiffonnier, pour moi, il renvoie à cette idée d'une hybridation possible, d'une re-rencontre entre les choses du monde, entre ce qu'on produit du point de vue organique et ce qu'on produit du point de vue non organique ou de l'artificiel. Que ce récit de l'hybridation me semble être une sorte d'antidote à ce mythe et cette promesse d'une séparation entre le technique et le naturel. C'est comment penser une production qui finalement
ne mettrait jamais en danger, en fin de compte, les équilibres et les biotopes environnants. Et de fait, je rejoins totalement Serge sur la nécessité de penser l'action de demain à l'échelle individuelle. C'est indispensable que tout le monde, toutes les forces en présence s'y mettent. Mais j'ai envie de dire c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que si on en reste au caddie et à l'espace du foyer, eh ben, je peux vous garantir qu'il y a des structures économiques notamment qui, elles, vont continuer à tourner tranquillement et vont trouver tout un tas de raisons et des bénéfices même au tri que vous allez pouvoir faire d'une façon consciencieuse à la maison ou de l'achat responsable que vous allez faire au supermarché. Je pense qu'un des enjeux, c'est de penser cette montée en généralité en fin de compte et de passer de l'action purement individuelle à l'action collective. Et j'ai le sentiment, moi, que les mouvements du zéro déchet sont en mesure, à l'endroit des déchets en tous les cas, de faire ce jeu. C'est-à-dire de ne pas être uniquement dans la promotion de ces petits gestes du quotidien qui changent la vie, mais aussi d'aller batailler, pourquoi pas avec le politique, pourquoi pas avec la mairie du coin, pourquoi pas avec le ministre ou le ministère ponctuellement, pour mettre en mots et débattre concrètement des choix techniques qui sont faits pour la collectivité. Le colibri donc, mais qui va convaincre tous les animaux de la forêt d'œuvrer au même objectif. C'est un peu ça. Oui. Voilà. C'est ce qui s'est passé sur Strasbourg. Exactement. C'est parti des parents d'élèves, et donc ça a changé, ça a été jusqu'au politique qui a décidé de changer la gestion des plastiques dans les cantines scolaires. Donc, mais souvent ça part d'initiatives individuelles qui sont montées par la collectivité. Donc l'un ne va pas sans l'autre, en quelque sorte. Oui, bien sûr. De fait. D'accord. Pour conclure, je voudrais vous demander, Serge, Baptiste, en vos qualités d'experts chacun dans vos domaines, si vous aviez un message, quelque chose en quelques phrases qu'on devait retenir aujourd'hui. Moi, je retiens qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés. Je retiens qu'on fait de plus en plus d'opérations de nettoyage. Alors, bon, le truc, je suis assez content parce que vous avez peut-être remarqué que le nettoyage s'est fait hier, on est au mois de novembre. Le nettoyage qu'avait fait à la Bastière, c'était aussi début novembre. On a fait un nettoyage, je vois avec le drapeau Sicheper, le plan de Plopsheim il y a 2 ans. On a fait aussi en fin d'année. Et oui, on n'est plus dans le Osterputz, comme on parle beaucoup en Alsace, le nettoyage de printemps. Parce que le nettoyage de printemps, on en est revenu parce que c'est un nettoyage qui se fait à une période de reproduction des espèces. Donc aller piétiner les milieux aquatiques, enlever toutes ces... Enfin, j'ai déjà vu plein de canettes et tout ça avec plein de pontes dessus. Donc c'est pas du tout la bonne saison. Bon, ça c'est une chose. Et moi, la note d'espoir que je vois, c'est qu'ici il y a aussi plein de jeunes, il y a plein de jeunes filles. Et quand on a fait le nettoyage du plan d'eau de Plopsheim, alors c'est Sicheper qui m'avait contacté, qui voulait monter cette opération. Ils cherchaient juste le lieu adéquat. Et donc moi j'ai pensé au plan d'eau Plopsheim parce que je me suis dit, ils vont être nombreux et il faut qu'ils aient quelque chose à se mettre sous la dent. Et je savais, connaissant bien l'endroit, qu'il y avait énormément de déchets. Eh bien, ils sont venus effectivement très nombreux, beaucoup de jeunes, 20, 25 ans, plus de filles que de garçons. Donc moi, ça m'a vraiment donné du baume au cœur. Et c'est là que je me suis dit, mais vraiment de l'espoir, quoi, quand on voit tout ça. Et bon, alors moi, je vois beaucoup les jeunes, parce que j'enseigne à des étudiants, et je vois bien leurs préoccupations, je vois bien leurs questions, je vois bien qu'ils sont de plus en plus proches de la nature et essayer de fonctionner un peu différemment du consommateur qui est là pour consommer, pour soutenir la production. Ils sont plus à consommer un peu plus intelligemment. Et moi, je vois en tout ça vraiment une note d'espoir. Et la seule chose, moi, j'ai aux jeunes, continuez, vous êtes vraiment dans le bon chemin et on suivra. C'est la nouvelle génération, c'est eux qui doivent emmener les choses maintenant. Et Baptiste en fait partie. Hein. Alors je suis assez d'accord avec ça, avec l'idée d'accorder une note d'espoir en tous les cas finale pour penser en tout cas l'engouement. Moi ça fait une dizaine d'années que je travaille sur des déchets et de fait depuis quelques années maintenant je vois que ça prend, qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer et j'ai envie d'espérer effectivement que de cette mode du zéro déchet émerge quelque chose de l'ordre d'un mouvement social et effectivement notre génération on a une responsabilité qui parfois est un peu lourde à porter. Je dois dire que c'est un peu facile de dire c'est aux jeunes de s'y mettre. Non, je vais dire tout le monde peut s'y mettre, les jeunes, les vieux, les bébés et tous ensemble on va peut-être réussir à faire quelque chose. Mais que ce mouvement social, pour moi, doit vraiment pas faire l'économie d'une réflexion, je vais le dire très clairement, politique, qui
j'espère, fera bouger les lignes à des échelles un peu supérieures que celles du foyer et du quartier. Hein. J'ai envie que On présente souvent le jeune devant sa tablette voilà. et devant son ordinateur. Et présentons-le maintenant devant sa poubelle. Que non. Que non, quand même, il s'intéresse à d'autres choses. Merci. On a un petit peu de temps finalement pour répondre à quelques questions du public. Public, avez-vous des questions? N'ayez pas peur. Bonjour, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Moi j'ai une question assez technique, pratique. Vous avez parlé des PET là, qui étaient recyclés en textile. Et j'avais entendu parler d'une étude qui disait que 80% des plastiques qui se retrouvent dans les océans étaient en fait issus des textiles qui étaient lavés dans les machines à laver, du coup dégradés comme ça, et que potentiellement du coup le recyclage de ces plastiques en textile était une très mauvaise idée. Alors, il y a pas mal de choses différentes dans votre question. Je pense que le chiffrage, là encore, on est d'accord avec Serge là-dessus, il faut vraiment se méfier de cette tendance qu'on a tous, finalement, dès lors qu'on doit parler en public, de chiffrer, de quantifier la proportion. 80% des plastiques dans les océans qui seraient d'origine de la filière textile, ça me semble absolument hors de... Enfin, on n'est pas dans les mêmes proportions. En revanche, souligner que les processus de recyclage sont potentiellement polluants, je crois que c'est extrêmement important de le rappeler, et notamment à l'endroit des PET. Juste pour illustrer la chose, je peux vous montrer cette série de photos qui date de cet été. J'ai passé 2 mois au Vietnam pour justement essayer de comprendre ce que devenaient nos déchets qu'on mettait dans la bonne poubelle chez nous en Europe, et qui étaient partis pour être recyclés, non pas valorisés en termes énergétiques, non pas simplement stockés, mais effectivement recyclés en de nouvelles matières. Et j'ai suivi la filière des polyéthylènes de haute densité. Ce n'est pas les PET. Les PET, effectivement, c'est un cas un peu à part. Et cette filière, elle est très localisée en Europe. Hein. Donc il y a finalement assez peu de circulation des PET. Pour les PEHD, en l'occurrence, jusqu'à l'année dernière, 80% des déchets de PEHD arrivaient en Chine. Cette année, la Chine a décidé d'interdire l'importation des déchets plastiques sur son territoire. Je me suis retrouvé au Vietnam, dans un village qui gère en gros 90 000 tonnes de déchets plastiques par mois, dont 90% arrivent des Nords, au sens large, États-Unis, Australie, Japon, Corée et Europe. On parle beaucoup en Californie notamment de ces villes zéro déchet, de ces collectifs qui ont réussi à réduire de façon incroyable les quantités de déchets produits et mis à l'incinérateur ou à la décharge. Ces systèmes de gestion macroscopiques des déchets, de recyclage en particulier, dépendent en très très grande partie de ces filières d'exportation. Simplement, on est assez aveugle ou aveuglé sur le devenir réel de nos déchets quand on arrive au bout de la chaîne. Un déchet plastique qui va être recyclé, il le sera très rarement dans des conditions environnementales optimales. Pour le cas de ce village à 60 km de Hanoï, les déchets arrivent en balle directement des cargos, sont triés par ces femmes qui sont payées moins de 1 euro ou 2 euros la journée. C'est un travail presque inhumain. Le plastique est simplement lavé dans des grands bacs qui sont régulièrement vidés directement dans la rivière. Ces plastiques vont être broyés, ils vont être fondus à l'air libre et fabriquer ces petits pellets de plastique qui vont être vendus parfois à l'exportation, parfois vers les industries des Nord européennes sous la forme de plastique dit recyclé. Donc effectivement, l'image très positive qu'on a des filières de recyclage, je pense qu'il est important de les documenter en repensant l'ensemble de la chaîne de production et en rappelant qu'une économie circulaire, elle est véritablement circulaire si on connaît effectivement l'ensemble des étapes de production et que ça ne fuit pas quelque part. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Il a raison en disant que quand on lave ces polyester, il y a toujours des microfibres qui se détachent et ça fait partie des microparticules de plastique qui vont se retrouver après parce que ça va partir dans l'eau, ça va aller dans les stations d'épuration, ça peut se retrouver dans les sédiments qui vont après se retrouver dans les champs et compagnie. Quoi. Mais effectivement, il y a des pertes des linges qui sont faits en polyester. Une autre question ? Personne. Bonjour.
Je recommande à tous, il y a un documentaire d'Arte qui s'appelle Océan, le mystère plastique, qui est super bien fait et qui explique à peu près tout ce dont vous avez parlé. Et dans ce documentaire, il y a un peu une lueur d'espoir qui dit effectivement où il y a des bactéries, on a trouvé des bactéries qui arrivent à dégrader le plastique et réintroduire le plastique dans le cycle naturel du carbone. Alors, bon, j'ai entendu ça, mais est-ce que vous pouvez en dire plus? Est-ce que c'est encore état de recherche? Est-ce que voilà, est-ce que c'est une lueur d'espoir? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est des travaux qui sont menés à Bagnols-sur-Mer, il me semble, où ils montrent dans des aquariums, ils mettent des morceaux de plastique qui ont séjourné en mer, donc qui ont déjà été colonisés par des bactéries. Et en fait, ils se basent sur la respiration des bactéries, c'est-à-dire c'est un système clos où ils mettent qu'il n'y a que du plastique, donc les bactéries ne peuvent manger que le plastique, et ils mesurent l'oxygène. Et donc ces travaux montrent la diminution de l'oxygène finalement dans le récipient pour montrer qu'il y a une dégradation du plastique et donc finalement que la multiplication des bactéries se fait par assimilation du carbone du plastique. Et moi j'ai envie de répondre avec Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et une bactérie qui mange un plastique, formidable. S'il arrive à manger les petites particules, les atomes de carbone, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, quid des additifs, quid des matières, des métaux lourds, quid des polluants. L'étude qui est sortie l'année dernière notamment, qui a fait ce constat que des bactéries pouvaient manger de façon assez accélérée des sacs en polyéthylène justement, ne proposait pas de réponse quant au devenir de ces matériaux-là. On ne sait pas si la bactérie en question intègre ces métaux lourds dans son organisme. On ne sait pas si les métaux lourds sont relâchés dans leur environnement immédiat. De fait, l'hypothèse des bactéries mangeuses de plastique, elle a été faite assez tôt, il y a une dizaine d'années déjà. On a proposé, pourquoi pas, de lancer des armadas de bactéries sur l'océan pour manger tout cela. Avec une limite, et là encore qui est triviale, qui est de rappeler que beaucoup des coques de bateaux de plaisance sont en polyéthylène ou en polymère, d'une façon générale, et que si ces bactéries réussissaient effectivement à manger le plastique des contenants de plastique, peut-être qu'ils finiraient aussi par manger tout ce qui flotte à la surface, y compris nos petits bateaux. Ils sont bien traités, hein, les coques, elles sont bien protégées, avec des produits aussi qui sont de bonne qualité. Douteux aussi pour ça. Alors on a le temps pour une dernière question. Devant, il y a une question. C'était pour revenir sur les PET, donc vous disiez que la seule issue après c'était une fois que ça avait été transformé en matière polaire, de l'incinérer. Est-ce qu'on a une idée de l'impact de l'incinération après au niveau marin? Parce qu'au niveau aérien on s'en doute bien, mais est-ce qu'il y a un vrai impact après dans les eaux des océans par exemple? Bon, moi je ne suis pas un spécialiste des centrales d'incinération. Enfin, ce qu'on sait, c'est que quand on brûle, on produit aussi de nouvelles molécules. On a beaucoup parlé des dioxines. Donc il y a des filtres qui doivent être mis en sortie des cheminées. Mais ces filtres, finalement, on s'aperçoit que ce sont des bombes chimiques parce que ce sont aussi des déchets qu'il faut aussi gérer. Et on ne sait pas trop les gérer, sauf à dire qu'il faut les enterrer ou qu'il faut, comme on fait avec la radioactivité. Voilà. Donc, effectivement, ça pose problème. On sait très bien que brûler du plastique, ça génère des particules en suspension dans l'air, donc qu'il ne faudrait pas respirer, quoi. Donc, il faut effectivement équiper de filtres. Je sais pas si tu... Oui, c'est Lavoisier encore, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les polluants des fibres PET qui vont être incinérés vont se retrouver au meilleur des cas dans ces filtres à fumée qui sont extrêmement coûteux à être installés et qui vont fabriquer ces déchets, ces fameux déchets ultimes qu'il faut stocker dans des centres d'enfouissement technique de très haut niveau pour des durées de quarantaine qui peuvent avoisiner 20 à 30 ans, ce qui a un coût économique assez important. Ce qu'on commence à comprendre aussi, c'est que la mise en œuvre de ces filtres à fumée, le maillage, on parlait des maillages de filets à plancton, avec les filtres à fumée, c'est un peu la même chose. On a commencé à filtrer certaines particules, donc on a réussi à en enlever beaucoup de dioxines notamment sont filtrées, mais on se rend compte que des nanoparticules qu'on ne savait pas mesurer il y a une dizaine d'années qu'on a mis en place, une quinzaine d'années qu'on a mis en place les premiers filtres à fumée, passent toujours. Et donc, à force, j'ai envie de dire, de comprendre, de mesurer de plus en plus précisément les pollutions potentielles, on se rend compte qu'en fin de compte, peut-être qu'il faudrait là aussi empêcher à ces fumées de s'évacuer tout court et réussir à... C'est encore l'histoire de l'hermétisation. Est-ce qu'on va vraiment réussir à maintenir dans un bol fermé et hermétiquement clos cette pollution? Ça semble impossible. Donc les choix ils doivent être faits en amont. C'est ça la réponse. Les fameux retardateurs de flammes, là, une étude qui a été faite aux États-Unis, tous les Américains en ont à des quantités plus ou moins importantes, tous.
Il y a même une expérience qui a été faite sur des jeunes qui venaient de zones où il n'y avait pas de retardateur de flamme. Ils les ont mis dans un pyjama acheté dans le commerce et ils les ont retrouvés après 2-3 nuits. Il y avait déjà dans le sang, ils ont déjà trouvé ce retardateur de flamme dans le sang du jeune qu'ils avaient fait venir aux États-Unis. Et voilà, donc, non, c'est impossible d'échapper. De toute façon, c'est impossible d'échapper. Plein d'espoir, ça. Non, c'est pour ça qu'il faut réduire la quantité qui est fabriquée, parce que si on ne veut pas avoir à gérer, à brûler des quantités de déchets de plus en plus importantes. Donc il faut consommer différemment, il faut apprendre à se passer. Parce que c'est ça, l'illusion de fournir des matériaux recyclables, c'est de continuer à faire comme avant, puisque c'est recyclable. Non, il faut changer nos modes de fonctionnement, nos modes de consommation pour produire moins de substances qu'on n'arrive pas à traiter complètement. Il y a juste une piste peut-être pour donner un peu d'espoir, mais pour montrer que l'espoir en question, il implique un peu de conflictualité et de lutte. C'est un article qui est paru dans Nature en 2013. Un groupe de scientifiques assez sérieux, pour le coup, des biologistes, des océanographes, des chimistes se sont associés pour penser le statut de déchets non dangereux des plastiques. Effectivement, aujourd'hui, nos plastiques, du quotidien, de ce verre jusqu'à l'emballage d'une brioche de supermarché, sont considérés comme des déchets non dangereux. On l'a vu aujourd'hui, il y a une potentielle toxicité, une potentielle dangerosité à ces plastiques, et les chercheurs constatant cela ont dit mais pourquoi on ne classifierait pas les déchets plastiques comme des déchets dangereux? Les déchets dangereux, eux, sont soumis à une régulation extrêmement sévère qui interdit notamment l'import-export de ces déchets, qui oblige aux producteurs de déchets de les traiter sur place. Démerdez-vous avec vos déchets. Si on passait effectivement à un tout plastique déchets dangereux, ça changerait littéralement la face de la gestion des déchets. Mais je peux vous garantir que le combat est loin d'être gagné. Loin d'être gagné. Engageons-nous. Voilà. Merci beaucoup, Baptiste Mont-Saint-Jean, Serge Dumont, pour votre présence aujourd'hui.